Bonjour chers téléspectateurs. Vous suivez cette édition spéciale de Constantino, Face au vrai. Aujourd'hui, une nouvelle de dernière minute secoue l'Afrique centrale et le peuple congolais dans l'ensemble. Un présumé accord aurait été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, aux États-Unis. De quoi s'agit-il réellement? Que faut-il comprendre? Et quelles pourraient être les conséquences pour les populations? Tout de suite, rejoignons notre expert sur les questions régionales, le professeur Robot, qui nous répond depuis son studio sur une autre planète. Bonjour, professeur. Bonjour, Constantino. Professeur, êtes-vous au courant? Et si c'est le cas, nous aimerions avoir votre explication sur le présumé accord entre le Rwanda et la RDC, qui devrait être signé le 27 juin prochain à Washington. Oui, Constantino, je suis au courant. Plusieurs sources diplomatiques évoquent effectivement un accord discret en préparation, sous l'égide de certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis. La date du 27 juin aurait été avancée pour une signature symbolique à Washington, dans l'idée de mettre fin à une guerre qui dure depuis trop longtemps dans l'est de la RDC. Ce que l'on sait jusqu'ici, c'est que cet accord porterait sur plusieurs points clés. Un cessez-le-feu immédiat dans les zones de conflit, un engagement du Rwanda à désengager ses forces présumées et à coopérer pour neutraliser les FDLR, la réinsertion encadrée des combattants du M23 dans un programme de désarmement et de réintégration, un soutien logistique et financier international pour stabiliser les zones libérées. Cependant, le silence du gouvernement congolais alimente les spéculations. Cela soulève des questions. Pourquoi ce silence? Pourquoi une telle démarche sans consultation publique ou parlementaire? Constantino, il est clair que si cet accord existe, il devra impérativement respecter la souveraineté du peuple congolais et impliquer les victimes du conflit dans la recherche de solutions durables. Professeur, il y a quelque chose qu'un Congolais lambda ne comprend pas. Sur le terrain, ce sont les rebelles du M23 et AFC qui occupent les territoires à l'est. Mais pour signer l'accord à Washington, c'est le Rwanda qui est autour de la table. Alors la question est simple. Pourquoi le M23 et AFC ne sont pas invités? Est-ce qu'il y a quelque chose de caché derrière? Est-ce que c'est le Rwanda qui contrôle réellement le M23? Tu mets le doigt sur un point crucial, Constantino, et c'est là que tout devient clair pour ceux qui veulent voir la vérité. La présence du Rwanda à la table des négociations et l'absence du M23 signifient une chose. La communauté internationale considère que c'est Kigali qui tire les ficelles. En d'autres termes, le M23 AFC ne serait qu'un bras armé, une force par procuration, ce que les experts appellent une force supplétive au service d'un État voisin. C'est pour cela que le Rwanda est impliqué directement, parce qu'en réalité, c'est lui qu'on accuse de soutenir, d'armer et d'orienter les actions du M23 sur le terrain. Donc, si je comprends bien, le Rwanda signerait un accord pour le compte du M23 sans que ce dernier ne soit officiellement représenté. Exactement. Et c'est aussi une stratégie diplomatique. En ne donnant pas de légitimité directe au M23, on tente d'éviter de les reconnaître comme un acteur politique officiel. Mais dans les faits, tant que les armes parlent sur le terrain, même un accord signé au sommet du monde n'aura pas de poids s'il n'est pas respecté par ceux qui tiennent les collines et les armes. Professeur, selon ce que vous venez de dire, le M23 serait un supplétif du Rwanda. Mais tout récemment, les responsables du M23 et de l'AFC ont fait une déclaration commune disant que ce qui se passe aux États-Unis ne les concerne en rien et qu'ils vont continuer leur lutte comme si de rien n'était. Alors je vous pose la question clairement. Peut-on encore dire que le Rwanda contrôle réellement le M23 ou est-ce que ces déclarations montrent qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité du Rwanda?
Excellente mise en perspective, Constantino. Ce que tu dis est tout à fait juste. En stratégie militaire et politique, ce genre de déclaration publique a une double fonction. Maintenir l'illusion d'indépendance du M23 AFC pour éviter d'être catalogué comme de simples marionnettes. Dédouaner le Rwanda officiellement en disant « Regardez, nous n'avons aucun contrôle sur eux », mais dans les faits, ce genre de posture sert souvent à noyer la chaîne de commandement réelle. C'est une tactique bien connue dans les conflits asymétriques. Les parrains nient, les exécutants revendiquent une autonomie, mais sur le terrain, les armes, les renseignements et les protections diplomatiques proviennent souvent des mêmes sources. En résumé, professeur, le M23 et l'AFC déclarent qu'ils sont autonomes, mais dans la réalité, ils reçoivent un appui extérieur qu'ils cachent. Précisément, c'est ce que les analystes appellent une guerre par procuration dissimulée. Ce n'est pas nouveau. Dans plusieurs conflits en Afrique et ailleurs, des groupes rebelles se disent autonomes, alors qu'en réalité, ils sont financés, entraînés ou protégés par un État tiers. Et c'est exactement pour cela que les négociations actuelles impliquent le Rwanda et non le M23 directement, parce que les parrains se parlent entre eux, pendant que les populations locales, elles, continuent de mourir. Professeur, imaginons que l'accord soit bel et bien signé entre le Rwanda et la RDC. Alors logiquement, cela devrait marquer la fin de la guerre et le retour des territoires occupés sous l'autorité de Kinshasa. Mais si le M23 et l'AFC décident de continuer leur lutte armée, est-ce que les États-Unis, qui ont facilité l'accord, vont intervenir militairement ou envoyer une force pour les déloger? Ta question est cruciale, Constantino, car elle touche le fond du problème. Qui garantit la mise en œuvre de l'accord? La réponse est simple. Les Américains ne vont pas envoyer une armée combattre à la place du gouvernement congolais. L'histoire montre que les grandes puissances utilisent surtout des moyens diplomatiques, économiques ou symboliques. Pression sur le Rwanda si celui-ci est soupçonné de manipuler les rebelles. Menace de sanctions contre les leaders du M23 ou blocage de leurs avoirs. Soutien logistique à la MONUSCO ou à une force régionale. Mais intervention directe militaire américaine, très peu probable. Alors, qui va faire respecter cet accord? Parce que sur le terrain, ce sont les armes qui parlent, pas les signatures. Tu as raison, Constantino. Un accord ne vaut rien sans une force capable de l'imposer. Le gouvernement congolais devra montrer qu'il peut reprendre ses territoires par la diplomatie ou la force. Et s'il n'en est pas capable, l'accord restera lettre morte. Les États-Unis pourront peut-être fournir des moyens, des formations ou des drones, mais la reconquête de la souveraineté revient au peuple congolais lui-même. C'est un test de maturité nationale, politique, militaire et même spirituelle. Professeur, petite parenthèse, si vous permettez. Il y a quelques mois, le gouvernement congolais avait entamé des négociations à Doha avec le M23 et l'AFC. Alors je vous pose la question franchement. Est-ce que cela veut dire que le gouvernement reconnaît le M23 AFC comme un mouvement légitime? Et autre chose, quelle est la différence entre l'accord de Doha et celui de Luanda, ou même celui qui serait signé à Washington? Parce que sincèrement, professeur, le peuple congolais est perdu dans tous ces accords qui ne changent rien sur le terrain. Tu poses là une question que beaucoup de Congolais se posent, mais peu osent formuler. Merci de l'avoir fait. Premièrement, le fait de négocier avec un groupe armé ne signifie pas automatiquement qu'on le reconnaît comme légitime. Cela peut être une tactique de désescalade, une manœuvre diplomatique ou une pression internationale. Au Qatar, à Doha, les négociations étaient surtout exploratoires, sous médiation de Doha. Le gouvernement congolais avait accepté d'envoyer des représentants pour tester la possibilité d'un dialogue indirect, mais sans accord politique signé. À Luanda, en revanche, les discussions étaient interétatiques entre la RDC et le Rwanda, avec l'Angola comme médiateur.
Ce cadre visait surtout à traiter la dimension régionale du conflit, notamment les accusations d'implication du Rwanda. L'accord de Washington, lui, serait une tentative de solution globale sous l'impulsion des États-Unis en mettant directement le Rwanda face à ses responsabilités. Mais alors, professeur, pourquoi toutes ces démarches en parallèle au lieu d'un seul processus clair et public? C'est là le grand problème, Constantino. L'État congolais semble pris entre plusieurs pressions. La pression du peuple qui veut la paix mais refuse de dialoguer avec des rebelles. La pression des partenaires internationaux qui veulent une solution rapide pour stabiliser la région. La pression militaire car le M23 AFC continue d'avancer. Au final, le gouvernement essaie plusieurs pistes à la fois, mais cela crée une impression de confusion, de flou et parfois de contradiction. Merci, professeur, pour ces éclaircissements. Mais ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, le peuple congolais est perdu. À Doha, on discute avec ceux qu'on dit ne pas reconnaître. À Luanda, on parle au Rwanda, mais les armes ne se taisent pas. Et maintenant, à Washington, on parle encore, pendant que les balles sifflent à Kanyabayonga, à Rutshuru et dans plusieurs endroits à l'est de la RDC. Alors, il est peut-être temps qu'on arrête les accords à huis clos et qu'on parle clairement au peuple, celui qui souffre, celui qui enterre ses enfants, celui qui attend. La paix ne peut pas être signée loin de ceux qui la méritent. Alors, professeur, vous qui êtes spécialiste en géopolitique internationale, quelle est votre proposition concrète pour ramener la paix durable en République démocratique du Congo? Peut-être que le gouvernement suivra cette interview et écoutera. Merci pour cette confiance, Constantino. Et si ce message arrive à Kinshasa, j'espère qu'il sera entendu avec courage et lucidité. Pour ramener une paix véritable et durable en RDC, voici ce que je propose en 5 piliers stratégiques. 1. Reprendre le contrôle du narratif national. Créer un front de communication clair où l'État explique au peuple ce qu'il fait, pourquoi il le fait et avec qui. Le silence entretient la méfiance, la confusion et affaiblit la légitimité du pouvoir. 2. Assainir les alliances régionales. Exiger la neutralité claire des pays voisins, notamment du Rwanda et de l'Ouganda, avec des mécanismes vérifiables de non-agression. Multiplier les partenariats sincères avec des États neutres, exemple Angola, Namibie, Tanzanie. 3. Renforcer l'armée et la justice. Revaloriser les forces armées congolaises, FARDC, par des réformes profondes, discipline, équipement, renseignement. Créer une unité judiciaire spéciale pour les crimes de guerre afin de briser l'impunité qui alimente les rébellions. 4. Investir massivement dans les populations de l'Est, relocaliser des infrastructures majeures, universités, hôpitaux, routes, dans les provinces meurtries. Créer un fonds spécial pour les déplacés, géré avec la société civile et l'Église. C'est la pauvreté et l'abandon qui alimentent la haine. 5. Lancer un dialogue national avec les vraies victimes. Asseoir à la même table les représentants des populations de l'Est, les chefs coutumiers, les femmes, les jeunes, les églises et les institutions du pays. Pas un monologue à Kinshasa, mais un véritable dialogue de reconstruction avec une feuille de route. Professeur, sauf erreur de ma part, cet accord semble aussi contenir un volet économique, notamment un contrat entre la RDC et les États-Unis autour de nos minerais stratégiques. Mais alors, une question se pose. Pourquoi le Rwanda aurait-il une part dans ce même accord sur les minerais, alors que ces ressources se trouvent sur le sol congolais? Si l'accord concerne uniquement la sécurité, pourquoi le Rwanda est-il impliqué dans le volet économique?
Constantino, cette question est brûlante et hautement stratégique. Tu ne te trompes pas. L'accord de Washington ne concerne pas que la paix, il contient aussi un chapitre sur les ressources minières, notamment les minerais critiques comme le coltan, le cobalt et le lithium, essentiels pour les batteries et la transition énergétique mondiale. Alors, pourquoi le Rwanda y aurait une part? 3 raisons possibles. 1. Récompense diplomatique cachée. Les États-Unis pourraient récompenser Kigali pour sa coopération dans l'accord sécuritaire en lui permettant d'avoir un accès ou un rôle dans les chaînes de valeur minières, même si cela n'est pas moralement juste ni politiquement assumé. Deuxième réalité du terrain. Il faut le dire franchement, beaucoup de minerais extraits à l'est de la RDC passent clandestinement par le Rwanda, puis sont exportés sous l'étiquette rwandaise. C'est une fraude géoéconomique massive, connue de tous, mais peu combattue. Le fait d'intégrer le Rwanda dans le deal, c'est légaliser une situation illégale de fait, au lieu de la corriger. Troisième, pression des multinationales. Certaines grandes compagnies américaines ou occidentales veulent sécuriser la chaîne d'approvisionnement, même si cela passe par des compromis politiques. Si elles doivent négocier avec ceux qui contrôlent les routes ou les points de sortie, elles le feront, même au prix de la souveraineté congolaise. Constantino, c'est là le scandale silencieux. On nous parle de paix, mais en coulisses, il y a un partage économique des richesses congolaises. Et si le gouvernement de Kinshasa n'est pas vigilant, le peuple congolais risque encore une fois d'être spectateur de ses propres ressources. Professeur, je manque de mots devant tout ce que nous venons d'entendre. Alors que nous arrivons à la fin de cette édition, quel est votre dernier mot sur cet accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Mon dernier mot, Constantino, c'est un appel au réveil. La paix ne se signe pas seulement sur du papier. Elle se construit avec du courage, de la vérité et de la justice. La République démocratique du Congo n'a pas besoin d'un accord qui arrange les puissants, mais d'un pacte qui libère les faibles. Pour que cet accord change vraiment l'histoire, le gouvernement congolais devra défendre ses terres, ses enfants, ses veuves et ses richesses, avec foi et fermeté. Et que les partenaires étrangers sachent une chose, le peuple congolais n'est plus naïf. Il regarde, il souffre, mais il comprend, et un jour, il se lèvera. C'était l'édition spéciale Face au vrai, avec le professeur Robot, en duplex depuis son studio orbital. Il a répondu à nos questions et nous a éclairé en profondeur sur l'accord entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington. Je vous l'ai promis, et je le redis, je serai régulièrement avec le professeur Robot pour analyser ensemble les grandes questions d'actualité concernant la RDC et la région des Grands Lacs. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Pour terminer cette édition, j'ai un communiqué très important à adresser à tous ceux qui vivent en France, en Belgique, en Allemagne et dans les pays proches de la France. Le samedi 28 juin 2025 à 14h30, nous organiserons pour la toute première fois une projection exceptionnelle du film « Le futur de la RD Congo », un film dont je suis le principal acteur et dans lequel je me retrouve aux côtés du professeur Robot et de toute son équipe intergalactique. Ne ratez pas ce moment unique. Adresse de l'événement, 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. France, contact 0 6 99 13 32 99. C'était votre frère Constantino dans cette édition de Vérité sur votre chaîne préférée, Réalité Nabisso. À très bientôt. Que la lumière vous guide.